bloque là dans cette extensionnalité du temps intentionnel. Excuse-moi, le temps intentionnel qui se transforme en faille, qui fait de la faille, c'est le flux dont vous parliez ou Oui. flux, hein. Oui, c'est l'affluence du signifiant. C'est du coup la signifiance que je fais équivaloir au signifiant unaire de Lacan, dans la mesure où on produit le signifiant binaire, ce signifiant unaire. Et donc, la structure du signifiant unaire dont nous sommes incidemment en train de parler, c'est la structure d'organisation de la chaîne et plus avant du réseau signifiant. Quand on va donner la structure de la faille, on va parler du réseau signifiant. Quand j'en fais un tissu unifile, à discuter de savoir quel nœud on va utiliser le plus commodément, le 7,4, le 9,40, etc. On est en train de parler effectivement d'une structure de faille qui est une structure de temps. C'est la différence entre les deux locuteurs qui les identifie. Donc il faut tenir compte de cette gageure tout le temps. S'il n'y a pas d'identification entre les locuteurs, lorsqu'ils prennent chacun la place du jeu à tour de rôle, il n'y a aucun échange. C'est un dialogue de sourds, c'est aucun dialogue, autrement dit. Ça peut se voir dans la psychose. Particulièrement dans la dite schizophrénie. Donc, à l'étang, il faut le temps de se faire à être. Alors, être, ça ne veut pas dire que ce soit un être, je pense, je tire Lacan où ça me convient. Donc, je crois qu'il est certainement plus ambigu que je ne veux bien le lire. Mais bon, il y a quand même des phrases assez claires. Même s'il rajoute une ambiguïté sur cette clarté. Lui-même dit, ce faux le temps, c'est l'être qui sollicite de l'inconscient pour y faire retour, chaque fois que lui faudra, oui, faudra le temps. Alors, c'est quand même drôle de phrase. Hein. Ce faux le temps, c'est l'être. Donc quand même, il n'y a pas d'autre être que dans une obligation déontique d'impliquer un certain temps comme temps de l'échange pour moi. Donc c'est l'être qui sollicite de l'inconscient. Alors de l'inconscient, est-ce que c'est du partitif qui sollicite quelque chose de l'inconscient? C'est quand même une syntaxe lacanienne, pas toujours de la plus grande évidence. Donc c'est l'être qui sollicite de l'inconscient pour y faire retour. Pour y faire retour dans l'inconscient, pourquoi pas, pour faire retour dans le temps, oui. Donc je considère que si jamais il y a un être du signifiant, le sujet étant une métaphore du signifiant, s'il y a un être du sujet, c'est un être du signifiant, autrement dit, c'est un être du temps. Donc c'est en cela que Lacan est peut-être fondé à parler de retour. Mais en même temps, on voit bien qu'on a un retour dans cette affaire et que ça tourne. L'effet de schématisation aussi bien. Bon, pour y faire retour, chaque fois que lui faudra ou il faudra le temps. Donc, à la fois, il lui faut du temps au sens de falloir, et il lui faut du temps au sens d'une faillite. Donc la faille et la faillite, c'est un Versagen, on peut dire, hein, c'est une panne. Il est en panne d'organisation de son extensionnalité, il est en panne d'organisation de son objectivation. Voilà pourquoi je parle d'objectalisation, pas d'objectivation. Le sujet n'est jamais objectivé, il est pris dans cette panne comme dépendant de cette faille. Pour Lacan, et on insistera là-dessus avec le séminaire Les 4 concepts la semaine prochaine, la faille, c'est l'inconscient. Il le dit là. Bon, entendez que je joue du cristal de la langue, dit Lacan, pour réfracter du signifiant ce qui divise le sujet, d'accord? Il faudra le temps, c'est du français que je vous cause, pas du chagrin, j'espère. Ce qu'il faudra de ce qu'il faut le temps, c'est là la faille dont se dit l'être, la faille dont se dit l'être.
Donc, il n'y a pas d'autre être que dans cette faille et éventuellement comme intentionnalité temporelle de la signifiance. Donc c'est pas un être palpable, hein. C'est pas un quelque chose, l'être. C'est de la fonction, c'est de la raison, moi je préfère dire de la raison signifiante. Donc ce qu'il faudra de ce qu'il faut le temps, c'est là la faille dont se dit l'être, et bien que l'usage d'un futur de cette forme pour le verbe faillir ne soit pas recommandé dans un ouvrage qui s'adresse aux Belges, c'est le bon français, le Grévis, oui. Voilà. Dans un ouvrage qui s'adresse aux Belges, il est accordé que la grammaire à le proscrire faudrait à ses devoirs. Bon. Je laisse tous les jeux de Lacan sur faillir-falloir. Si peu s'en faut qu'elle en soit là. Si peu s'en faut qu'elle en soit là, ce peu fait preuve que c'est bien du manque qu'en français le falloir, bien au renfort du nécessaire, y supplantant il est tué de temps, de l'est opus temporis, à le pousser à l'estuaire où les vieilleries se perdent. Inversement, ce falloir, donc falloir qui vient à la rescousse du faillir, hein, là où le temps manque. Inversement, ce falloir ne fait pas par hasard équivoque dû au mode dit au mode subjectif du défaut avant, à moins qu'il ne faille y venir. Avant qu'il ne faille y venir, à moins qu'il ne faille y venir, je pense que ça veut dire ça, cette parenthèse de Lacan. C'est ainsi que l'inconscient s'articule de ce qui de l'être vient au dire. Bon, il laisse tomber l'ontologie, mais il ramène de l'être. Évidemment, c'est tout à fait ambigu. Mais c'est cet être, c'est du temps et de la structure. On peut admettre ça, mais je pense que pour éviter l'ambiguïté, il faut se passer du terme d'être, comme substantif. Alors, ce qui du temps lui fait étoffe, on est là toujours dans le tissu. Enfin, il y a une matérialité de la faille, je dirais, hein, puisqu'il y a une compacité de la faille. Il faudra attendre encore, hein, c'est donc en fin 72, au début, donc 2 ans après Radiophonie, pour que cette étoffe se donne en termes de compacité. Et que Lacan dise rien de plus compact qu'une faille dans corps. Et qu'il en fasse le support de la sexuation, hein, je vous rappelle. Alors, ce qui du temps lui fait étoffe n'est pas emprunt d'imaginaire. Alors, emprunt, c'est avec un U. Je ne vais pas revérifier dans Silicette, hein, parce qu'il y a tellement d'erreurs dans les autres écrits que chaque fois que je suis arrêté par quelque chose, je me dis qu'il y a une coquille. Bon. Comme Lacan parle à sa façon. Donc, n'est pas emprunt d'imaginaire. Donc, du verbe emprunter et pas du verbe imprimer. C'est pas un emprunt EINT. N'est pas emprunt d'imaginaire, mais plutôt d'un textile, donc on s'y retrouve, hein, de l'étoffe, du textile, où des nœuds, donc, ne dirait rien que des trous qui s'y trouvent. Donc, s'il y a un être à considérer positivement, il ne vaut que par les trous, par la béance, comme Lacan l'avait déjà dit dans les 4 concepts précisément. Alors ce temps logique, celui qui le reprécise comme ça, ce temps logique, n'a pas dans soi, je pense que ce n'est pas exactement le temps logique dont il a parlé dans l'assertion de certitude anticipée. Donc ce temps logique n'a pas dans soi que ce qui en choix. Alors, ça doit vouloir dire n'a pas d'autre en soi que ce qui en choix. Mais comme ça choix, il n'y en a pas dans soi. Alors, bon, je ne sais pas. Je redonne sa phrase. Ce temps logique n'a pas dans soi que ce qui en choix pour faire enchère au masochisme. Donc on est avec le faillir dans la chute, comme je l'avais annoncé. C'est ce que le psychanalyste relaie d'y faire figure de quelqu'un, le faux du temps, il le supporte assez longtemps pour qu'à celui qui vient s'y dire, il ne faille plus que de s'instruire de ce qu'une chose n'est pas rien,
justement celle dont il fait signe à quelqu'un. Bon, ça c'est la différence entre le signe et le signifiant. On sait que j'en introduisis l'acte psychanalytique, et je ne prends pas comme d'accident que l'émoi de mai m'ait empêché d'en venir à bout. L'émoi et MOI. Je tiens ici à marquer que quelqu'un ne s'y assoit que de la façon de les façons, de les façons, le verbe effacer, de les façons plutôt qu'il y impose au vrai. Alors s'y assoit dans l'acte analytique. Donc un seul savoir donne la dite façon, la logique, pour que le vrai et le faux, pour qui le vrai et le faux ne sont que l'être à opérer d'une valeur. Donc dans tout ça, on est dans cette faille où on pourrait insister un peu plus, hein, puisque là, on parle des façons, puis dans le prochain bouquin, je le reprécise, c'était les trucs que j'avais dit à Lille dans les 3 colloques de la Ligue auxquels Jean Perrin m'avait introduit, et Henri Amuré. Donc, dans le 3e chapitre, je reprécise comment les différents méridiens du plan projectif identifiés par une mise en continuité avec des parallèles, comme j'insiste à chaque fois pour dire que ce ne sont pas des parallèles affines, je peux très bien les faire se croiser, ça n'a pas d'importance, les méridiens qui pourraient se croiser, je les fais parallèles. Il y a une interversion des deux, puisqu'il y a une mise en continuité, du genre comme ça, où ça se passe dessus, dessous, dessous, dessus, donc dessus, dessous, donc là, dessous, dessus, dessus, comme ça, voilà. Je fais simple là, hein. Donc ces deux trucs sautant là, puisque ce sont des boucles qui se défont, il nous reste un nœud 7-4, simplement. Bon. C'est pour dire que c'est un mode de mise en continuité, que ce qui vaut comme imaginaire par rapport à ce qui est de l'ordre de la lettre, les deux s'organisant pour former du signifiant binaire, c'est là où Lacan reconnaît ce signifiant. Dans Freud, c'est-à-dire en termes de Vorstellungsrepräsentanz, en termes de Wahrnehmungszeichen, donc de représentance en termes de représentation, de signes faisant perception, et Lacan ne le dit pas, mais moi je le rajoute, ça me semble absolument essentiel, vu que l'insistance de Freud a parlé des Erinnerungsspur, des traces organisant le souvenir, donc à chaque fois une lettre. Je mets l'imaginaire là, la lettre là, pour suivre l'ordre de l'allemand, qui est inverse de celui du français, qui me semblerait préférable. Hein. Donc il faudrait intervertir les deux, mais après je ne veux pas charabiller l'allemand. Bon, c'est pour dire qu'il y a une fonction de lettrage qui intervient dans le signifiant, et que ça me semble être tout à fait essentiel. Dans même la spécification de l'organisation du temps. C'est pas un marquage la lettre, hein, c'est pas un index, c'est une machine productive de signifiant, à mon avis, de temps. C'est-à-dire que le temps intentionnel, c'est pas Dieu non plus qui nous le refile, il émerge, il faut parler là en termes d'émergence, de l'écrit, de l'écriture, du lettrage de la lettre. Là, c'est à discuter, à travailler encore. Est-ce que Lacan, il identifie pas deux types de lettres, une lettre réelle et une lettre symbolique ou... La lettre a toujours des effets réels, des effets où elle est toujours symbolique, non pas des effets, elle est symbolique avec des effets symboliques, mais elle est aussi imaginaire comme caractère. Je considère qu'elle est proprement symbolique comme littoral, donc je ne vais pas parler du littoral, mais tout ce que je dis de la mise en continuité implique le littoral. Et je l'ai dit tout à l'heure, en tous les cas, dans le schéma d'où émerge le poinçon,
entre non-rapport et rapport. Donc entre le non-rapport qui se constitue par rapport au rapport, en face de la faille, et le poinçon étant situé là, on a le littoral. Le littoral, Quellenstellung aussi, entre intention et extension. Un mode intentionnel de vide opératoire comme fonction, et un mode extensionnel de vide objectalisé comme manque, qui s'appelle l'objet A. La fonction opératoire, c'est la fonction phallique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entendre comme selon tout l'imaginaire de tout ce qu'on raconte, de la phallicisation des femmes phalliques, toutes ces bêtises, à mon avis. Le phallus, c'est la structure de vide organisant la signifiance en termes récursifs. Et c'est cette récursivité que Freud n'a pas eu les moyens d'aborder autrement que sous la métaphore de la castration. Et la fonction elle-même sous la forme du père. Mais donc dans tout ça, on est bien en train de discuter de la structure de la faille. Et de ce qui va s'ensuivre depuis une mise en continuité, de confusion possible, d'équivoque, d'ambiguïté, et surtout d'interaction entre des éléments qui semblent opposés et qui sont exactement identifiables. Et donc indiscernables. Et particulièrement dans l'inconscient. Et tout le propos de Freud, c'est par exemple, dans la Traumdeutung, c'est d'essayer de donner l'idée d'une figuration possible en termes de figurabilité. Donc, c'est pas Bildlichkeit, c'est Darstellbarkeit. Ça ne veut pas dire figurabilité véritablement, ça veut dire mode de présentation. Donc, il s'agit de donner un mode de présentation, ce qui fait question justement entre l'imaginaire et le symbolique de la lettre et le réel. Et comme avec le neuroaméen, Lacan identifie le réel, le symbolique et l'imaginaire, du moins il les homogénéise, mais ça a le même sens, il les identifie dans leurs différences maintenues, c'est le type de gageure asphérique qu'il faut aussi maintenir dans le discours qu'on tient à propos de l'organisation de la faille. La faille, elle est réelle, symbolique, imaginaire, mais comme l'autre, comme le symptôme, comme le signifiant. Comme le réel est réel, imaginaire et symbolique, le symbolique est réel, imaginaire et symbolique, l'imaginaire est réel, imaginaire et symbolique. Alors évidemment, ça n'aide pas à une taxinomie exacte. Donc je pense que les sciences par trop taxinomiques sont des sciences toutes prêtes aux exactions. Que c'est la ségrégation, c'est le racisme qui organise de telles sciences. La difficulté dans une phrase comme la dernière que j'ai lue. Je tiens ici à marquer que quelqu'un ne s'y assoit que de la façon, de les façons plutôt, qu'il y impose au vrai. Le vrai, bon, il a parlé du vrai et du faux. Non, c'est juste après le vrai et du faux. C'est pas, je vais y venir. Mais le vrai, il faut le définir. Je trouve que il n'y a pas de définition de la vérité dans Lacan. Même s'il la met en jeu de multiples façons, qu'il tourne autour, qu'il la cerne, je dirais, de la façon la plus proche, il n'y a pas de véritable définition, sauf dans la chose freudienne, moi je pense à une définition, où il s'agit de la vérité qui parle, ce que je renverse en vérité de la parole. Donc la vérité, ça c'est... donc, sous la forme de la dame qui sort du puits peut parler. Il n'empêche que c'est la vérité en question, comme vérité de la parole, distingue de tous les autres modes de vérité que je vais situer objectalement comme l'accointance de Russell, c'est-à-dire le rapport direct à l'objet. On ne voit jamais ça, même Russell dit que ça c'est impossible, et qu'il fait un pas de recul par rapport à l'idée initiale qu'il en avait, l'acquaintance. Donc que ce soit par rapport à ce que Lacan appelle fiction, donc là c'est d'autant plus imaginaire, ou bien par rapport à tout ce qui est standard
du côté de l'adéquation ou de la cohérence, dans les définitions de la vérité classique, il y a un avantage avec la vérité de la parole, c'est qu'elle produit existentiellement le sujet du narcissisme primordial, qui est proprement le hic du refoulement primordial, qui pour moi est le refoulement de la représentance. Le refoulement proprement dit, secondaire, étant celui de la Vorstellung. Poursuit Freud, hein, mais c'est pas Freud qui dit qu'il y a un refoulement primordial, qui serait celui de la représentance. C'est moi qui le déduis du propos de Freud en allant un pas plus loin. Donc, voilà une définition de la vérité, mais quand Lacan dit le vrai, il est plutôt dans des objets. Donc est-ce que le vrai se situerait à ce niveau de vérité de la parole, ou vaudrait comme un vrai d'adéquation et de cohérence? C'est à voir. Donc, là je poursuis Lacan. Un seul savoir donne la dite façon. La logique, pour qui le vrai et le faux ne sont que l'être à opérer d'une valeur. C'est l'être, VF, on va dire, c'est ce que Lacan semble indiquer, mais c'est d'une manière sémantique que ça se présente comme ça. Que l'être a opéré d'une valeur, c'est parce qu'il s'agit de valeur de vérité. En logique, et Frege insiste, il y a deux objets qui sont deux valeurs de vérité. La Bedeutung, c'est-à-dire l'organisation des valeurs de vérité, objectalise la fonction, et en logique, il n'y a que le vrai et le faux. On peut évidemment avoir d'autres logiques ternaires, le vrai, le faux et l'incertain, bon, etc. On peut rajouter des modulations intermédiaires ou autres. Mais bon, au plus simple, il y a deux valeurs. C'est bivalent. Là-dessus, je suis d'accord avec Lacan, ce sont les refus de la mécanique grecque et de la géométrie afférente, hein, qui ont barré la route à une logique dont se put édifier une vérité comme de texture. Après l'étoffe, le textile, les nœuds, bon, on est à 70, il n'a pas encore le broméen, il ne s'est pas encore intéressé aux nœuds comme tel dans la topologie des nœuds. Bon, il n'empêche que la métaphore du nœud est suffisamment là, avec le textile, pour qu'il l'utilise depuis toujours. Pourtant, dans télévision, il y a un nœud. La télévision, c'est pas pourtant, c'est en 1974, il y a déjà eu le nœud broméen dans Ou pire, et surtout dans Encore. Mais c'est intéressant parce qu'il fait un lapsus. Là, tout de suite, je ne me souviens pas du lapsus. Mais ce qui est curieux, c'est qu'au moment où il fait ce lapsus, il se reprend tout de suite et il fait un nœud. C'est-à-dire que le nœud a été rompu, le fil de son discours a été rompu, et il fait un petit nœud qui est impossible à voir. J'ai visionné ce texte un nombre de fois incalculable, et ça m'est arrivé un jour, j'ai vu Lacan faire ce petit nœud. Or, c'est invisible. C'est-à-dire qu'il a un fil de son... On peut penser qu'il a une notion de discours comme fil, hein, et que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un nœud qu'il faudra faire. Je vous indiquerai le passage, et si ça vous intéresse, on visionnera. Parce que moi je l'ai vu, je ne sais pas, au bout de 15-20 fois. Parce que je pensais qu'il y avait quelque chose d'un peu énigmatique, bizarre. Tu vois, c'est donc il va mimer en quelque sorte le nœud, mais c'est un mime qui n'est pas dans le réel.
Et là, je rejoins les propos un peu de René ce soir. Ce serait de déterminer ce nœud qu'il fait et qui est invisible, parce que pour le voir, il faut vraiment repasser la bande. Mais on sait bien ce dont nous sommes en train de discuter, c'est-à-dire dans ce nœud, Oui, hein, donc un lapsus vient prendre place qui détermine de façon signifiante ce qui peut en être pour des raisons qui pourraient apparaître extra-signifiantes, voire par exemple naturelles, que je sors la phrase d'après. À la vérité, quand je suis toujours sur le mot, seule la psychanalyse justifie le mythique, ici de la nature, parler de nature c'est un mythe, à repérer dans la jouissance qui en tient lieu, à se produire des faits de texture. Donc là c'est clair. L'effet de texture, c'est l'ensemble de cette texture qui se situe dans cette faille, qui est la faille signifiante, qui va s'organiser au point intentionnel de la parole. À l'opposé, donc, c'est comme dans Spinoza, donc, si on veut opposer la nature et Dieu, que Dieu, pour moi, c'est la parole et la vérité, donc, on les oppose en les identifiant. Et donc, simplement, c'est l'effet de texture qui organise ce qu'il en est de la jouissance. C'est-à-dire de l'existence du sujet, comme j'en insistais l'an dernier. Donc, cette structure de jouissance dépend de la texture, qu'est la texture de la faille, au même titre que la nature en dépend aussi, hein, à mon avis, dans leur identification. C'est-à-dire qu'il n'y a de nature repérable que pour que le sujet se permette d'en jouir. Exactement comme il y a de nature repérable que pour le sujet qui la désire afin d'en jouir, on peut rajouter. Et les sujets poussés à en jouir, etc. Alors, sans elle, je ne sais pas si c'est la jouissance ou si c'est la nature. Enfin, comme c'est la jouissance qui tient lieu de la nature, va se produire des faits de texture. Jouissance et nature peuvent être identifiées. Bon, sans elle, au singulier, il suffit de la logique mathématique pour faire superstition du scepticisme, à rendre irréfutables des assertions aussi peu vides que un système défini comme de l'ordre de l'arithmétique n'obtient la consistance de faire en son sein des partages du vrai et du faux qu'à se confirmer d'être incomplet, donc Gödel, soit d'exiger l'indémontrable de formules qui ne se vérifient que d'ailleurs. Donc l'incomplétude, l'indémontrabilité. Cet indémontrable s'assure d'autre part d'une démonstration qui en décide indépendamment de la vérité qu'elle intéresse, qu'il intéresse, qu'il intéresse. C'est indémontrable. Donc, c'est un indémontrable qui se démontre une position d'extériorité. Il y a un indécidable, c'est ce qui fait aussi le propos de ce séminaire, de cette année, qui s'articule de ce que l'indémontrable même ne saurait être assuré. Donc, sûrement qu'il faudrait entrer dans Gödel en cours de route pour reprendre toutes les questions d'indécidabilité, d'incomplétude, d'indémontrabilité. Et je ne saurais pas discuter là aujourd'hui quant à savoir si l'indémontrable même ne saurait être assuré. Donc, phrase essentielle, les coupures de l'inconscient montrent cette structure à l'attester de chutes pareilles à Cerner. Donc maintenant, on est passé de la faillite à la chute, et la faille à la coupure. Les coupures de l'inconscient, donc ce que disait Jean, montrent cette structure à l'attester de chutes pareilles à Cerner. L'abéance dont on parle Lacan, les trous dont il parle, donc dans les trous du textile, sont, s'il y en a qui comptent pour rien, quelque chose d'essentiel, là, le trou a pour raison d'être d'appeler à un cerne. Donc la coupure appelle à être cernée, comment ? Ça se situe dans le schéma du poinçon, des interactions des différents vides de la quête.
Oui. Oui, mais dans les termes de Lacan, donc si je reprends le poinçon là, tel que j'ai donné là, il s'en explique pas beaucoup, mais il situe l'indécidable entre le maternel et le féminin. Donc là, on va dire entre le manque et le bord. Je rajoute le bord, la coupure. Donc, il y a l'indécidable là, entre le nécessaire et le possible, il parle du contient. Il n'y a pas d'universel qui ne doive se contenir d'une existentielle qui la nie. La faille